Bonjour à tous, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, est donc avec nous ce matin pour une conférence qui est propulsée par l'actualité, comme vous le savez ce matin. Peut-on croire en la fin des énergies fossiles? Cette nuit, le prix du baril de brut était à 98-99 dollars. Il est passé évidemment à 4 heures du matin avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie à 100 dollars. Et Patrick Pouyanné me faisait remarquer que en sortant de son bureau, le prix du baril était de 109 dollars. Alors on n'est pas encore au pic qu'on a atteint il y a quelques années de 140, mais on y va très vite, je pense. Est-ce qu'on vit, Patrick Pouyanné, un choc pétrolier à l'égal des trois premiers? Bon, d'abord, je ne suis pas le PDG de Total, mais de Total Énergie. Total Énergie, c'est vrai que le nom a changé. Déjà. Pardon. Désolé, mais Au pluriel. il faut que je fasse ma pub moi-même. Avec énergie avec un S, si on y reviendra. Mais là, vous me parlez de pétrole, qui est l'énergie d'aujourd'hui, par contre. Celle-là, c'est... Peut-être de demain aussi, on verra tout à l'heure. Sans doute pour un certain temps. Ce qu'on vit dans le monde du pétrole, alors, tous les prix d'énergie sont extrêmement élevés, celui du gaz, celui du pétrole, mais les situations ne sont pas les mêmes. Ce qu'on vit dans le monde du pétrole, c'est d'abord le fait qu'il y a eu un... C'est en gros que globalement, la demande continue à croître et qu'on investit moins dans l'offre. Et on investit moins dans l'offre parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas investir à cause du climat et de la déclimatisation. Et en fait, il y a quelque chose que les gens ne savent pas vraiment, mais un gisement de pétrole, si on ne fait rien, ça perd 3 ou 4% de sa production par an. Parce que la pression dans chaque puits de pétrole baisse, et donc le monde, chaque année, détruit 3 à 4% de sa capacité. 3 à 4%, pour le compenser, il faut investir. Et en fait, depuis 2015, et je dirais la chute du prix du pétrole, les entreprises pétrolières ont eu moins de moyens, plus le changement climatique qui fait que moi j'alloue maintenant 25% de mes investissements renouvelables, et bien à la fin, ça fait qu'on investit moins. Et en fait, l'an dernier, on a investi seulement 350 milliards dans la production de pétrole, là où il faudrait mettre probablement 500 milliards. Tout ça, ça fait que... Et comme la demande ne baisse pas, la demande continue à monter, parce qu'elle avait baissé avec le Covid, mais elle est repartie, eh bien, ça se traduit par une tension sur les prix. Parce que c'est ça qui équilibre le marché à la fin, et donc le prix monte. Alors vous ajoutez à tout ça des tensions géopolitiques, parce que clairement là en ce moment on vit... il faut savoir que l'Europe, 25% du pétrole que les raffineurs européens utilisent vient de Russie. Alors, on n'a pas de problème pour trouver du pétrole ailleurs, simplement si je dois amener le pétrole des États-Unis ou d'Arabie, puisque les trois grands producteurs mondiaux c'est ces trois pays-là, ça me coûtera plus cher de le transporter, donc ça me coûtera plus cher à le raffiner. Donc il y a des tensions. Alors il y aura, mais comme toujours, faut pas... C'est jamais forever, on l'a appris dans le passé. On disait 100 dollars pour erreur, on faisait l'erreur chez Total, puis on a vu à un moment le prix se casser la figure. Parce que quand le prix est très élevé, il y a des gens qui se remettent à investir, et s'y réinvestissent, puis la demande va baisser parce que les clients c'est trop cher pour eux, et donc on va vivre des cycles. Donc il ne faut pas croire qu'on rentre dans un monde élevé de prix du pétrole forever. On est quand même dans un cycle, j'imagine, de hausse des cours du baril, du pétrole et du gaz, parce que quand on vous entend, vous expliquiez que il faut des années pour investir sur des champs pétroliers, qu'on a sous-investi pendant plusieurs années sous la pression notamment des actionnaires, des fonds d'investissement aussi, des critères de ESG sur les investissements en capitaux. Et donc ça veut dire que là, si on voulait rattraper le retard de l'offre, si on commençait à réinvestir aujourd'hui, il faudrait combien de temps? 2, 3, 4 ans pour... Non, ça va plus vite. Un projet pétrolier, c'est dure 4-5 ans. Ouais. Maintenant, au niveau mondial, si on veut retrouver du pétrole, il faut faire un accord avec l'Iran. Vous mettez du pétrole iranien dans le marché. Il faut que les producteurs américains ont une capacité à réagir plus vite. La production américaine, sur ce qu'on n'aime pas en France, mais il s'appelle le pétrole de schiste américain, c'est en train de redécoller. Les RIC, parce qu'à 100 dollars du baril, les investisseurs, il y a de l'appétit pour redécoller. Donc c'est en train de se passer. Et puis l'OPEP a un peu de marge de manœuvre. L'OPEP a encore à peu près 2 millions de barils par jour en Arabie, aux Émirats, qui pourraient mettre dans le marché. Bon, donc on peut retrouver, mais il peut y avoir aussi des sanctions sur la Russie qui font qu'il y aura peut-être moins de pétrole russe dans le marché. Donc aujourd'hui, ce système est tendu. Et encore une fois, parce que la demande est forte. Il est très fort probable qu'on va atteindre pour la première fois en 2022 les 100 millions de barils par jour de demande de pétrole. Ça augmente. Vous pensez que ça va augmenter jusqu'à quand, cette demande de pétrole? Ça fait Nous, on pense, dans nos scénarios, on considère que la décroissance arrive aux alentours des années 2030. Mais pour que la demande baisse, il faut qu'on agisse. Ça ne va pas baisser par l'air du temps. Et agir notamment sur c'est les fameux véhicules électriques ou tout cela. Enfin, la demande aujourd'hui...
Notre économie, l'énergie mondiale, c'est 80% d'énergie fossile. C'est pas le contraire. Donc on ne va pas se passer du jour au lendemain de tout ça qui fait qu'on se chauffe, qu'on roule, qu'on vole, etc. Donc changer la demande, ça veut dire qu'il faut que, notamment, par exemple, les constructeurs automobiles, effectivement, arrivent à imposer le véhicule électrique pour arriver à faire bouger les lignes. Mais j'ai des collègues qui ne vous répondraient pas à ce que je viens de vous dire et qui vous diraient qu'on atteindrait 110 millions de barils en 2030-2035. Ouais. Donc nous, on se met dans un scénario où on pense que la transition énergétique se met en œuvre. Et encore une fois, ce n'est pas un problème d'offre, c'est un problème de demande. Alors justement, vous avez rebaptisé le groupe Total Énergie au pluriel. Vous nous disiez que vous consacriez 25% de vos investissements à ces énergies renouvelables. Est-ce que vous croyez, parce que ça fait longtemps que vous dites, attention, n'allons pas trop vite, le pétrole, la demande va continuer à augmenter. Là, quelque part, l'actualité vous donne raison. En plus, on a sous-investi et donc forcément l'offre a diminué, les prix montent. Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que par exemple, quand l'Europe, d'ailleurs les Allemands commencent à se poser la question, hier, les constructeurs allemands, le ministre de l'énergie dit, peut-être que 2035, c'est un peu une folie de dire que plus de véhicules thermiques à explosion 2035, on va peut-être trop vite. Vous le pensez aussi? Non, mais tout ça, c'est un problème de transition. Et on oublie le mot transition parce qu'on est soumis à une espèce de pression collective comme quoi il faut absolument tout décarboner du jour au lendemain. On n'est pas capable de le faire. En fait, la décennie qui est devant nous est une décennie où la priorité, et on veut faire deux choses en même temps qui ne fonctionneront pas et qui sont dangereuses. On veut à la fois construire l'énergie de demain, donc des énergies renouvelables, des biocarburants, du biogaz, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc il faut investir des dizaines, des centaines de milliards pour construire le système décarboné qu'on n'a pas aujourd'hui. Et en même temps, on veut faire décroître le système qui nous fait vivre. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et tout le problème de la transition, c'est comment investir suffisamment dans le système qui nous fait vivre des énergies carbonées tout en construisant les énergies décarbonées. Et après, on pourra, une fois qu'on aura construit le nouveau système, on pourra réellement transiter. Et c'est là l'équilibre qui est très compliqué à faire croire, parce qu'il y a un débat politique, parce que les jeunes nous disent, vous ne prenez pas vos responsabilités, il faut aller plus vite. Alors sur les constructeurs, l'automobile, un deuxième commentaire quand même sur ce qui se passe côté automobile. Moi, je suis très frappé. Je ne pense pas que ce soit au gouvernement de décider quelle est la technologie pour faire des véhicules décarbonés. Parce que qu'est-ce qui se passe en Allemagne? C'est qu'ils sont en train de se dire, bon, il y a le véhicule électrique, mais il y a peut-être autre chose. L'hydrogène peut-être, par exemple. L'hydrogène, non, l'hydrogène pas pour les véhicules légers. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Par contre, il y a ce qu'on appelle des fuels de synthèse, des carburants de synthèse. On est en train de travailler, à cause des avions, à cause des bateaux, sur une autre filière qui fait des essences synthétiques. Une essence synthétique, c'est une combinaison d'hydrogène et de CO2. D'ailleurs, c'est un moyen de recycler le CO2 qui est assez intéressant. Mais si on est capable de faire ça à un coût acceptable, on peut les mettre dans un moteur thermique et ça n'émettra pas de carbone. Donc c'est un sujet. Et en ce moment, il y a des mouvements. Or, les gouvernements européens, parce qu'ils veulent aller vite, parce qu'ils ont le véhicule électrique là, qui est là, ils disent c'est la solution. Et donc, je pense que là, il y a une erreur profonde faite par des pouvoirs publics. Ils doivent fixer l'objectif du niveau d'émission d'un véhicule. De là, aller dire la solution technologique, c'est celle-là. Ça, à mon avis, c'est dangereux. Qu'ils laissent les acteurs, l'innovation se faire. Il y a un champ d'innovation. Et le véhicule électrique est une solution. Elle est meilleure que le véhicule hydrogène uniquement pour le véhicule léger, pas pour le poids lourd. Parce que clairement, l'efficacité d'un véhicule électrique, en gros, c'est 75%, quand l'efficacité d'un véhicule hydrogène, c'est 20 à 25%. Donc il est assez clair pour le véhicule léger que c'est l'électrique qui s'imposera, ou d'autres solutions, parce que si globalement, pour avions, bateaux, poids lourds, la solution c'est un fuel synthétique, peut-être qu'on est capable de produire demain des essences synthétiques qui coûteront beaucoup moins cher que les énergies, l'électricité décarbonée. Sachant que le véhicule électrique, pour qu'il soit décarboné, il faut que l'électricité soit décarbonée, ce qui est totalement, ce qui est quelque chose qui est, c'est presque prométhéen. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on veut faire, mais changer le système énergétique mondial, c'est quelque chose qui est une tâche passionnante. C'est pour ça qu'on est engagé Total Énergie et toutes les équipes, mais qui est prométhéen. Donc, parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on ajoute un véhicule électrique en Europe, c'est du charbon allemand ou polonais. Il faut juste le comprendre. Il n'est pas vert du tout. Parce que tant qu'on n'aura pas décarboné l'électricité, soit par du nucléaire, soit par des renouvelables, eh ben, le véhicule électrique additionnel, il consomme de l'électricité additionnelle. Et l'électricité marginale en Europe, d'où les prix, il est gazier ou charbonnier. On peut continuer à parler du mix énergétique avec vous, Patrick Pouyanné. Par exemple, le gaz, c'est dans l'actualité aussi parce que les prix du gaz ont flambé. Ça va sans doute continuer parce que les Russes sont aussi un pourvoyeur important de gaz, notamment pour l'Europe. Il
il y aura sans doute des sanctions. Les Américains viennent de dire qu'ils pourraient infliger des sanctions au méga gisement de gaz russe Yamal, dont vous êtes, je crois, l'exploitant. Est-ce que tout ça va forcément se traduire par la poursuite de la hausse des prix du gaz? Pour les Européens, là j'ai peur que si le gaz russe ne vient pas en Europe, on a un vrai sujet de prix du gaz en Europe. Ça, au niveau mondial, ce qui s'est passé l'an dernier est un phénomène qui pour moi était plutôt conjoncturel. Pour l'expliquer, en fait, il y a l'année dernière, la Chine, puisque le grand consommateur de gaz, enfin la grande appel de demande de gaz est plutôt chinois. Parce qu'elle veut remplacer son charbon. Elle veut remplacer son charbon, elle climatise sa société, donc l'été elle a besoin d'électricité. Et l'an dernier, il se trouve qu'il n'a pas plu ni en Chine ni au Brésil, donc l'hydroélectricité a mal fonctionné. Et par ailleurs, les Chinois avaient décidé de ne plus importer de charbon australien, ce qui fait que leur système électrique charbonnier a moins produit. Donc ils ont appelé le gaz. Ils ont appelé le gaz, il y en avait tellement besoin que les prix sont montés à un niveau qu'on n'avait jamais vu. Ils ont presque atteint $200 du baril. Et tout le gaz américain, le gaz naturel liquéfié, est parti en Chine. C'est votre gaz d'ailleurs, c'est le gaz de Total. Mien, oui, Total Energy est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié américain. C'est peu connu, on ne le dit pas trop, mais enfin, on a la position la plus importante aux États-Unis dans ce secteur-là. Et alors, du coup, ça a entraîné tous les prix mondiaux vers le haut. Mais ce que je viens de décrire, c'est un phénomène, pas d'hydroclimatique, un phénomène temporaire. Donc moi, je pensais que quelque part, ça se baisserait. Alors ça s'est répliqué sur l'Europe cet hiver, parce que l'Europe, du coup, s'est mis à payer plus cher que la Chine pour avoir le gaz cet hiver. C'est la cour. Parce qu'en gros, moi, producteur américain, je suis un être rationnel. J'aime bien la France et l'Europe, simplement. Moi, j'envoie mon gaz là où il est le mieux payé. Et en gros, s'il y a $2 de plus en Chine qu'en Europe, il part en Chine. S'il est $2 de plus, à moins de $2 de plus, il vient en Europe. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas l'État américain qui possède le GNL américain, c'est des acteurs privés. Mais là, par contre, la situation est plus inquiétante. Parce que l'Europe, maintenant, si je reviens sur le marché européen du gaz, clairement, aujourd'hui, le gaz russe est 40%. Ouais. Pour alimenter l'Europe en gaz, soit on a des tuyaux, soit on a des terminaux de regasification. On amène du gaz naturel liquéfié. Ils sont tous pleins en ce moment et on n'a pas assez de terminaux de gaz liquéfié, de regasification en Europe, pour remplacer les 40% de gaz. C'est-à-dire qu'on transporte le gaz sous forme liquide sur les méthaniers, oui. et ensuite il faut le regasifier en fait. On le regasifie, mais il faut des terminaux. Il faut 2-3 ans pour construire un terminal. Et on les a pas suffisamment. On en a certains, la France en a, l'Allemagne n'en a aucun. Ouais. Et donc quand on me dit comment vous faites si les 40% de gaz russe disparaissent, alors là pour le coup je peux vous dire je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire aujourd'hui, je saurais faire dans 3 ans si je construis les terminaux, parce qu'il y a du gaz naturel liquéfié, mais il faut pouvoir l'amener. Le gaz, il y a un problème d'infrastructure. Moi, mais ceci étant, je ne pense pas que on va voir, après ça dépend des décisions politiques, de sanctions, je ne pense pas que la volonté des Russes, ça soit de couper le gaz. Ouais. Maintenant, si les Européens décident de se priver du gaz russe, il faudra trouver une solution à l'hiver 2022. Par exemple, si les Américains aussi sanctionnent une entreprise qui exploite le gisement de Yamal, pareil. Oui, mais ça, on gérera. Enfin, ça, c'est pas tout à fait... Le gaz naturel liquéfié russe, il ne vient pas beaucoup en Europe. Il va surtout, parce que c'est du... En gros, il faut faire une différence. Yamal, il se trouve que c'est essentiellement du gaz naturel liquéfié, ouais. Et il va plutôt en Chine. Ouais. On a construit nos gisements là-bas pour la Chine, pas vraiment pour l'Europe. Une partie est venue en Europe, mais celui-là, on sait le substituer par d'autres gaz. C'est le gaz tuyau, parce que dans les 40% de gaz dont on parle, 30% c'est des tuyaux fournis par Gazprom. Ben voilà, on verra, on se chauffera autrement. Pour revenir à cette question de... si je veux vous dire, la solution, ouais. Elle est simple, c'est qu'il va falloir se chauffer à l'électricité et donc au charbon polonais et allemand. C'est pas bon pour le climat. Ouais. Si on revient donc à cette explosion des prix du gaz et donc du pétrole qui s'accélère depuis quelques heures avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce qu'un choc pétrolier, un 4e choc pétrolier, c'est bon pour les affaires des énergéticiens ? Non, c'est pas bon. Non, on n'est pas demandeur de choc. On a des clients et on sait très bien, on l'a observé. Vous savez, si aujourd'hui les énergies renouvelables sont profondément nées, pas seulement à cause du climat, c'est pas vrai. Elles sont nées parce que quand le baril était à plus de $100, l'énergie était trop chère et a ouvert un espace à l'innovation. On a cherché d'autres moyens de produire de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est un bien essentiel qui doit avoir 3 qualités. La première, c'est qu'il soit présent, fiable. La sécurité d'approvisionnement redevient un thème à la mode. Le second, qu'il soit pas cher, abordable. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment. Dès que l'énergie monte, c'est l'année dernière, quand l'énergie était pas chère, personne pleurait. Enfin, je n'ai pas entendu personne dire quand elle est chère, c'est un problème, c'est un bien essentiel. Il faut qu'elle soit propre. Donc la réponse, c'est celle-là à votre question. On va
poursuivre le mix énergétique, puisqu'effectivement, votre engagement, c'est aussi d'aller vers les renouvelables. On peut les passer les unes après les autres. L'éolien, par exemple, on découvre, par exemple, Siemens aujourd'hui, qui explique que c'est peut-être qu'on a mis trop d'espoir dans l'éolien, que ça coûtait très cher à opérer et que ce n'était pas forcément la solution, la panacée. Vous investissez, vous, dans l'éolien. Est-ce que vous y croyez à cette énergie-là et à quelles conditions? Non, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que si on veut décarboner l'énergie, il faut plus d'électricité et d'électricité plutôt renouvelable. Moi, je ne suis pas pro-éolien, pro-solaire. Enfin, historiquement, on a été plutôt pro-solaire. Maintenant, on regarde de plus en plus l'éolien en mer. L'éolien à terre, il se trouve qu'on n'en a pas tant que ça dans notre portefeuille, parce qu'historiquement, on ne s'y est pas positionné. Non pas parce qu'on n'aime pas, mais parce que... Alors, ces énergies-là, il faut bien voir, pour moi, il y a quelque chose qui est faux dans tout le débat public, parce qu'on dit elles ne sont pas chères. Elles ne sont pas chères, c'est pas vrai, parce qu'elles ne sont pas chères en marginal d'un système qui existe. Mais après, il faut les stocker. Mais après, soit il faut les stocker, soit elles se développent en marginal. Elles ne sont pas chères que parce qu'il existe des centrales à gaz ou des centrales nucléaires qui font que la fiabilité du système est assurée. Parce que vous voulez l'électricité tout le temps. Vous n'en voulez pas que quand il fait soleil ou quand il y a du vent. Or, dès qu'on commence à intégrer le vrai sujet, qu'on les compare, solaire plus vent, plus des batteries, un moyen de stockage ou de l'hydrogène, immédiatement elles deviennent chères. Et il n'y a pas de miracle. Si elles n'avaient pas été chères, il y a longtemps qu'on les aurait développées dans l'humanité. Parce qu'encore une fois, ça fait des siècles, l'homme passe son temps à chercher l'énergie la moins chère. Il l'a trouvée avec des énergies fossiles qui sont les plus denses, notamment le pétrole. Maintenant, elle est carbonée, donc il faut y renoncer. Mais il faut de dire que les énergies renouvelables. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Moi, je considère qu'on est capable un système énergétique, un système d'électricité avec des énergies renouvelables, mais aussi, et c'est là qu'on est trop manichéen, il va falloir des énergies complémentaires, soit des centrales à gaz, parce qu'elles sont flexibles, qu'on peut les démarrer pour assurer la fiabilité, soit des centrales nucléaires, mais tous les pays ne partagent pas ce point de vue. Sinon, mais on ne peut pas être tout renouvelable. Il y a trop de théologie dans le débat. Il faut regarder la réalité, parce qu'à la fin, tout ça, par contre, ce que je suis sûr, c'est ce que je viens de dire, c'est que tout ça est assez capitalistique. Donc je suis assez convaincu, c'est-à-dire une raison pour laquelle Total Energy s'est aussi engagé dans l'électricité. Ça a été un long débat, parce que c'est une nouvelle énergie pour nous, une nouvelle chaîne de valeur. C'est qu'en fait, on pense profondément que tendanciellement, les prix vont monter. Donc je suis désolé de vous annoncer, pour moi, la transition énergétique qui suppose d'investir des centaines de milliards, ça va se traduire fondamentalement par des énergies globalement plus chères. Voilà. Vous parlez d'électricité. Vous n'avez jamais mis le pied dans le nucléaire, alors que la France a annoncé la construction de nouveaux EPR, avec un effort d'investissement assez colossal. Ça ne vous intéresse pas? Non, je considère que d'abord, on ne peut pas tout faire. Je considère que le nucléaire, c'est une affaire d'État, profondément. Il y a une question de déchets nucléaires, il y a une question de sûreté nucléaire. C'est extrêmement capitalistique. Et donc, nous, on a décidé de rentrer dans l'électricité, mais dans un mix renouvelable gaz et pas nucléaire. Donc, on ne peut pas tout faire. Il y a une très grande entreprise française que j'admire, qui a tous les moyens de développer cette filière. Ce n'est pas la peine à ce qu'on s'y mette en concurrence à plusieurs. Il vaut mieux mettre tous les œufs dans le même panier et lancer ce grand programme et faire en sorte de sortir ce programme. Je suis totalement convaincu qu'une filière, contrairement à tout le débat qui me paraît faux, qu'à partir du moment où on donne de la visibilité à la filière nucléaire, si on lui dit qu'il y en a pour 10 ou 15 EPR, ce qu'on est en train de dire, et pour 25-30 ans, vous allez voir que les entreprises vont s'organiser, qu'on aura des ingénieurs qui vont s'engager et qu'on saura faire en série des EPR moins chers. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on fait des pilotes un par un, sans visibilité, et donc on n'y met pas nécessairement les meilleurs talents de toutes nos entreprises. Donc là-dessus, moi, je pense profondément qu'on doit être capable de développer ce programme. Mais pour Total Energy, moi, honnêtement, ça n'a l'air de rien, mais on va investir dans les 10 prochaines années, on va financer et investir l'équivalent de 60-70 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Donc j'ai déjà pas mal à faire avant d'aller pour atteindre 100 gigawatts, qui est notre objectif. Donc je ne peux pas tout faire. Voilà, donc... Et puis par ailleurs, je dois continuer à investir dans le pétrole et le gaz parce que mes clients, ils le veulent aujourd'hui. Donc, il faut que je fasse des choix. Voilà. Est-ce que vous trouvez les investisseurs pour vous accompagner dans les investissements pétrole et gaz? Vous avez fait des communiqués, j'ai vu ce matin, sur des nouveaux gisements, en Namibie, sur c'est du schiste, je pense, huile légère et de gaz. Non, c'est pas du schiste, c'est du pétrole normal. Du pétrole normal. D'accord, ok. C'est du pétrole normal. En offshore en Namibie, on a trouvé un gisement de pétrole qui semble-t-il est gros, on verra. Apparemment, il a l'air très gros. Ouais.
Et du coup, j'ai vu que ShareAction, par exemple, a calculé que dans les 25 premières banques européennes, elles ont financé des investissements en gaz et en pétrole à hauteur de 406 milliards de dollars sur les 5 dernières années. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on continue à faire du greenwashing, c'est-à-dire que les gens disent on n'investit pas dans l'hydrocarbure, mais on investit. Mais ça correspond à ce qu'on s'est dit au début. C'est pas du greenwashing que d'investir, comme je le fais, 3,5 milliards de dollars par an. 3,5 milliards, c'est pas du greenwashing. Non, mais il y a 406 milliards. Des gens comme ShareAction, désolé, il faut leur demander s'ils ne participent pas par ce genre de commentaires à la montée des prix. Parce qu'on ne fera pas la transition contre les clients et la société. D'ailleurs, on voit ce qui se passe en ce moment, y compris en Europe. Regardez ce qui se passe dans nos pays, où quand les prix de l'énergie montent vite, on se met à avoir peur, il faut financer les clients. Dans un pays développé où le pouvoir d'achat est plutôt bon, alors que vous pensez bien que la situation dans des pays émergents, ce qu'elle est. Donc je pense que là-dessus, il y a beaucoup de... encore une fois, là, on rentre dans la théologie. On veut aller trop vite dans cette affaire. En tout cas, soyons clairs, je n'ai pas de problème pour financer toutes mes énergies. Ça, je trouve peut-être pas des banquiers français, mais j'en trouve d'autres. Après tout, chacun fait ses choix. Et je pense d'ailleurs, avec quelque chose qui est en train de se passer, qui est absolument incroyable, c'est que les grandes boîtes cotées pétrolières sont en train de vendre leurs champs à des boîtes privées qui ne sont soumises à aucune contrainte. Je ne suis pas sûr qu'on fasse progresser le climat en faisant ça. Je suis sûr du contraire. Mais c'est ça qui est en train de se passer dans le monde de la finance. Donc on est en train d'utiliser la finance pour essayer d'accélérer un mouvement, mais on va trop vite dans toute cette affaire-là. Il faut trouver la juste mesure. Donc, si les financiers français, les banques françaises ne veulent pas financer Total Energy, on en trouve d'autres sur le monde, les banques japonaises. Les plus grands financeurs en ce moment de Total Energy sont des banques japonaises, d'ailleurs. Le gaz, vous êtes persuadé que c'est la bonne énergie de transition et américaine, et américaine. Parce que je peux vous dire que les banques américaines, elles viennent tous me voir pour me dire, ne vous inquiétez pas, on va vous financer vos projets. Pardon. Non, je vous en prie. Le gaz, c'est la bonne énergie de transition parce que j'ai vu que dans la revue Science, j'expliquais qu'effectivement le gaz émet moins de CO2, mais émet du méthane qui est 30 fois plus, qui a l'effet de serre est 30 fois supérieur à celui du CO2. C'est vrai. Ouais. Mais on a besoin d'une énergie on a besoin pour faire de l'électricité, encore une fois fiable, on a besoin d'un moyen flexible de produire de l'électricité. C'est du charbon ou c'est du gaz. Le gaz, il émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Donc c'est pour ça qu'on dit que le gaz est une énergie de transition. Maintenant, il émet du méthane. Alors simplement pour vous donner les ordres de grandeur, pour une boîte comme Total, j'émets à peu près 40 millions de tonnes de CO2 par an. J'émets 40 000 tonnes de méthane. Donc même si je fais x30, je suis pas tout à fait. Mon problème n'est pas tout à fait le même. J'ai divisé par 2 les émissions de méthane parce que je n'ai pas découvert le méthane avec Glasgow. Il y a longtemps qu'on est au courant. Il y a depuis 2010, si on prévoit de réduire encore de 80% depuis 2030, donc on sera quasiment à rien. Donc c'est un sujet le méthane. Alors pour le coup, où je considère que les technologies existent. C'est un sujet parce que ce n'est pas un problème de demande, c'est un sujet au niveau de la production. Il faut contrôler des fuites, il faut le mesurer. C'était un élément qui était moins suivi. Enfin, dans une entreprise comme la mienne, puisqu'on est un des grands du gaz, on a intégré la contrainte méthane. Donc cet argument, qui est un argument d'ailleurs pas mal manipulé par les charbonniers, qui défendent aussi leur business, parce que tout le monde se bat, vous savez, dans cette affaire, il existe, il est réel, mais je considère que si on est sérieux, l'industrie, notre industrie, est capable de traiter le sujet de méthane. En tout cas, c'est ce qu'on fait très sérieusement. Quand on vous écoute, vous parliez de la nécessité, le décalage entre la demande et l'offre sur les hydrocarbures. Vous parliez de l'hypocrisie de certains investisseurs, le fait que vous trouviez de l'argent aux États-Unis et au Japon. Est-ce que parfois ça vous agace d'ailleurs on vous sent parfois un peu agacé, d'être considéré comme étant le bad guy ou un des bad guys? Bon, j'ai l'habitude maintenant. Non, mais en fait, la vérité, c'est que je ne me sens pas du tout bad guy. Au contraire, avec ce qu'on construit avec Total Energy, je me sens même plutôt être un leader important de cette transition. Parce que je considère que la stratégie qu'on est en train de déployer, qui a fait l'objet d'un long débat, qui consiste à utiliser l'argent du pétrole pour construire une énergie décarbonée, soit dans l'électricité renouvelable, soit dans des biogaz, soit dans des biocarburants, soit dans des fuels synthétiques, puisque c'est les molécules que je vais développer. Je pense qu'en faisant ça, je suis plutôt à l'avant-garde du système. Et moi, j'ai des moyens importants. Je suis même probablement un de ceux qui, en ce moment, en Europe, dépensent le plus d'argent dans ces nouvelles énergies. Alors oui, je peux le faire parce que j'ai de l'argent qui vient du pétrole et du gaz. Là où je pourrais être critiquable, c'est si je considère, mais j'ai certains concurrents qui le font, que je reste dans le pétrole et le gaz, et finalement, j'ai ma rente et que je la rente aux actionnaires. Nous, on a décidé qu'on allait organiser cette transition. Alors on me dit ça va pas assez vite. Moi, je cherche aussi les équilibres financiers de mon entreprise de façon à être capable de rendre aux actionnaires ce qu'ils doivent, de rendre à mes salariés ce que je leur dois, et puis en même temps d'investir pour le futur. Voilà. Donc, moi, je ne me sens pas du tout, même si mais j'ai découvert ça, le patron de Total Energy, il y a un côté un peu punching ball, quoi. Bon, voilà, c'est la vie. Hein. Mais en même temps, à nous, au contraire, de démontrer, on le fait, on va être
avec 100 gigawatts par an d'énergie renouvelable en 2030, on sera dans les 5 premiers producteurs mondiaux d'énergie renouvelable. Et ça, on va le faire. C'est pas des mots, c'est pas du greenwashing. On investit pour. D'un point de vue personnel, vous êtes un convaincu vous êtes inquiet sur le réchauffement climatique, vous êtes un convaincu de la transition, vous êtes inquiet pour la planète, pour l'humanité? Ah, je suis convaincu du changement climatique. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais conseiller d'un Premier ministre pour l'environnement et j'ai participé à la première conférence des partis sur le climat à Berlin. Donc je connais le sujet depuis 1995 et donc je suis totalement convaincu qu'il y a un phénomène, que l'homme doit régler ce problème, qu'il faut agir. Après, je suis inquiet de la façon dont on traite le sujet de la transition énergétique de façon, encore une fois, trop théologique et trop manichéenne, blanc-noir. Je pense que c'est extrêmement compliqué à organiser, qu'il faudrait être capable d'avoir plutôt des actions collectives, de planifier cette transition et qu'on y va un peu en désordre avec des contraintes dans tous les sens et des réglementations auxquelles on essaie de s'adapter. Donc ce qui m'inquiète plus, c'est la capacité qu'on a collectivement sur un sujet, il ne faut pas l'oublier, qui est mondial. Et pour les Européens, il y a un risque réel de compétitivité collective qui va être d'aller peut-être trop vite chez nous. Alors on peut dire, moi j'y vois d'ailleurs plutôt un champ d'opportunité pour une entreprise comme la nôtre. Par exemple, j'investis maintenant dans des batteries pour véhicules électriques grâce à l'Europe avec Stellantis et Mercedes. Donc je développe un nouveau business. Ouais. Mais en même temps, en termes de compétitivité, si le reste du monde... L'Europe ne fait que 8% des émissions. Donc même si je mets 0 sur l'Europe et que le reste du monde continue à développer son CO2, ça règle pas le problème. Donc le climat n'aura pas progressé d'un iota collectivement. C'est un changement global. Donc moi je pense que oui, je pense qu'il faut agir. Je pense que malheureusement, parce qu'encore une fois le débat est trop manichéen, on a du mal à poser les bases d'un débat qui montre... Et j'ai essayé d'ailleurs, enfin, pense que je vous répondais, j'étais en train de me dire, tiens, je suis en train de démontrer qu'en fait toutes ces énergies sont toutes interconnectées. En fait, on ne peut pas raisonner uniquement j'ai un plan éolien, j'ai un plan gaz, ça ne marche pas comme ça parce que tous ces marchés fonctionnent en même temps et qu'en fait la transition énergétique c'est plus d'énergie, moins d'émissions et tout ça des marchés qui sont de plus en plus interconnectés. D'ailleurs, vous m'avez pas dit tout à l'heure, l'objectif européen de 0 véhicule thermique en 2035, ça vous semble réaliste ou pas? Oui, je pense que c'est réaliste. Enfin, après, c'est une question de... Je ne suis pas constructeur automobile, donc c'est Carlos Tavares est mieux placé que moi. Je pense qu'il est assez vocal sur le fait qu'il faut assumer que les conséquences sociales d'un tel plan de reconversion pourraient être graves pour les employés. Il le connaît mieux que moi. Maintenant, tout est possible. Ce que je vois surtout, c'est d'ailleurs les constructeurs automobiles, je peux vous le dire, alors là, ça, de ma fenêtre, ont accéléré d'une façon absolument incroyable dans les 2 ou 3 dernières années pour être avec lui embarqué dans cette affaire de batterie électrique. Là où il y a 2-3 ans, il me disait on y va, mais quand je lui disais ok, mais l'usine qu'on va construire, il faudrait quand même qu'il me garantisse un minimum d'enlèvement, il me disait oui, enfin je ne suis pas certain qu'il y aura des clients. Là maintenant, on a multiplié par 2 ou 3 les volumes d'investissement, il me les garantit. Donc il y a visiblement une accélération. Maintenant, je pense aussi qu'il faut être raisonnable, et c'est tout ce que le sujet de la transition juste. Donc je crois Carlos Tavares quand il dit attention, il faut quand même être capable de faire transiter les investissements socialement, etc., tout le système. Voilà, donc c'est à lui qui lui est plus placé que moi pour répondre à cette question. Alors la transition, c'est évidemment l'affaire de tous. Ici, on est au Forum des travaux publics, qui s'engage pour le climat également. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux chefs d'entreprise du secteur? D'abord, il faut qu'ils économisent leur énergie. Ils ont intérêt parce que l'énergie ne va pas coûter moins cher. Donc je pense que première action à faire pour moi, c'est dès que réfléchissez dans tout votre écosystème, comment on fait pour économiser l'énergie. Vous dites à vos clients de moins vous acheter de produits, vous? Oui. Bon. Mais d'ailleurs, on met en place une organisation qui s'appelle One B2B Solutions, qui ira sans doute voir le secteur des travaux publics, là, au 1er mars. Puisque maintenant, on est multi-énergie, donc on est capable d'offrir plusieurs énergies. On comprend le problématique de comment on fait le changement climatique. On l'a appliqué à nous-mêmes. Total Energy, toute l'électricité que je vais consommer dans toutes mes raffineries et mon système européen sera vert en 2025. On est en train de construire la totalité du système. Donc on se l'applique à nous-mêmes. Donc on est capable de comprendre les arbitrages et on va avoir des équipes. Une équipe qui va aller voir les clients dans les divers. On va l'organiser d'ailleurs comme une équipe marketing par secteur pour bien comprendre les secteurs et aller vers eux et leur dire voilà comment on pourrait vous aider à décarboner. Pour essayer de les aider à faire la part des choses entre toutes ces diverses énergies. Parce que ce qui est compliqué, souvent pour le client, c'est OK, il entend parler de gaz, de GNV, de biocarburants, de renouvelables. Et dans tout ça, comment je fais mon choix, quoi. Donc on a mis en place, elle arrive là, une équipe qui ira voir et qui va se spécialiser secteur par secteur pour être capable d'être plus pertinent dans notre offre. On était aujourd'hui, en fait, c'est une vraie évolution de l'entreprise. On était profondément organisé par produit. Nous, on est des producteurs d'énergie.
Donc j'ai des gens qui produisent des pétroles, qui le raffinent, des lubrifiants, du gaz. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, la transition énergétique, si on veut être efficace, il faut qu'on ait aussi une organisation par client collective et qui intègre le multi-énergie. Donc c'est une très forte, c'est très nouveau. On l'a fait côté technologique, où on a mis toutes les équipes ensemble, on le fait côté commercial. Mais parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'on accompagne effectivement nos clients dans cette démarche. Ouais, c'est un secteur qui va énormément investir aussi au cours des décennies qui viennent, non seulement pour se transformer et être économe en énergie, mais aussi les infrastructures vont devoir être complètement modifiées. Vous êtes aussi distributeur de pétrole, vous êtes demain distributeur d'électricité, il va falloir mettre des bornes de recharge partout. C'est un travail conjoint que vous faites? Oui, enfin ça c'est juste. Non, mais la question des bornes de recharge, j'en suis au cœur. Je pense que c'est vraiment un problème là d'infrastructures collectives Ouais. sur lesquelles on a besoin de l'aide des États, parce que quelque part aujourd'hui il n'y a pas de clients. Donc quand j'investis dans des bornes de recharge, j'ai un temps de retour de 20 ans. Je suis pas totalement le critère que j'utilise normalement pour investir. Je suis prêt à prendre 10 ans. Je suis habitué. Donc il faut que les États nous fondamentalement. Mais je pense que j'ai répondu tout à l'heure à une question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Transition écologique? Je ne le serais jamais, donc je pouvais répondre ce que je voulais. J'ai dit, je ferai un gigantesque plan d'équipement de bornes de recharge, parce que ce n'est pas très compliqué à faire. Il faut juste qu'un acteur, pouvoir public, acteur privé. Donc je pense qu'on va devoir le déployer, ça c'est clair. Alors après, oui, dans la mobilité, il y a des choix qui concernent, puisque les entrepreneurs des travaux publics utilisent beaucoup d'engins mobiles. Bon, les véhicules légers, ils seront électriques, ça c'est clair. Les camionnettes également seront électriques, donc il faut des bornes de recharge. Mais là, on est capable de déployer des offres d'ailleurs spécifiques pour des entreprises, parce que des bornes de recharge, ça se déploie assez facilement. Puisqu'on est aussi fournisseur d'électricité, on peut non seulement la borne, mais on amène l'électricité et on travaille sur des offres pour les professionnels. Et puis après, on va avoir des choix de biocarburants, notamment sur tous les engins de chantier. Et là, il est clair qu'il y a pour la profession en question, pour votre profession, un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez d'un gazole non routier défiscalisé. Si demain on met des biocarburants, un biocarburant, ça coûte en gros 3 fois plus cher qu'un gazole. Alors pour l'instant, vous ne le voyez pas parce qu'il est mis dans votre... on le met dans le diesel et puis en plus il est défiscalisé, donc vous ne vous en rendez pas compte, on le mélange. Mais la vérité, c'est que si on voulait, on peut faire aujourd'hui un carburant synthétique à base de 100% de biocarburant, moi je sais le faire, simplement il va juste coûter 3 fois plus cher que alors peut-être que 2 fois moins cher aujourd'hui puisque l'essence monte. Enfin, ça va poser un problème de compétitivité. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que, et ça c'est pas moi qui peux le faire, mais que les constructeurs d'engins de travaux publics travaillent eux-mêmes de leur côté sur l'efficacité énergétique des engins. C'est là que nous on travaille avec eux pour leur dire voilà les types de carburant qu'on peut vous apporter, comment vous pouvez faire pour baisser la consommation spécifique de ces véhicules. Moi, je ne sais pas faire un moteur de camion ou un moteur d'avion. C'est la limite de mon exercice. Par contre, ce qu'on est en train de faire, on le fait aussi avec les constructeurs d'avions, avec Safran par exemple. Maintenant, on a établi un vrai partenariat de recherche et développement. Eux comprennent le moteur, nous on comprend les carburants. Comment on fait pour que le couple soit beaucoup moins émetteur demain qu'aujourd'hui? Donc c'est là qu'il y a tout un travail à faire pour aider les entreprises des travaux publics. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de carburant de synthèse. C'est encore une nouvelle technologie parce que ça peut être du biocarburant en partie, mais dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, ça peut être aussi de la synthèse entre du CO2 et de l'hydrogène, c'est ça? Oui, en fait, je pense plus. Parce que le biocarburant, il va avoir un problème, c'est que, et en Europe notamment, on n'aime pas faire du biocarburant à base d'huile végétale. Vous connaissez la polémique sur l'huile de palme, j'ai dit qu'on a arrêté. Maintenant, c'est l'huile de soja. En fait, profondément, on ne veut pas faire des biocarburants à base de culture végétale, culture agricole. Ouais, parce qu'on dit que c'est... Voilà, on est un peu spécifique, les Européens, par rapport aux Américains, mais enfin, c'est un choix. Mais du coup, quand on regarde le gisement qu'il y a pour le faire sur des huiles usagées ou sur des déchets de graisse animale, puisque c'est maintenant ce qu'on fait, ça ne fait pas des gigantesques tonnes. Donc on n'en aura pas assez. Donc il va falloir trouver d'autres carburants synthétiques. Et effectivement, maintenant, on travaille, j'ai eu des réunions il y a 1 mois et demi, sur des projets pour produire de l'hydrogène. Alors il faut qu'il soit décarboné, le combiner avec du CO2, ce qui est plutôt une bonne idée parce que c'est de l'économie circulaire. Vous capturez du CO2 et il devient une matière première, donc vous l'éliminez, pour faire un carburant synthétique. Sur le papier, ça marche, c'est pas de la high-tech, ça coûte juste 5 fois plus cher que l'essence, donc 10 fois, 5 à 6 fois. Donc on a un problème de coût, mais le problème de coût peut se régler aussi, c'est les leçons d'Elon Musk quelque part. Quand vous avez des grands marchés, des grandes tailles, c'est comment on fait pour faire décoller les marchés qui fait que les effets de taille font baisser les coûts. Enfin, c'est un phénomène d'industrialisation classique. Donc moi, je crois pas mal à la voie, même ça paraît un peu du carburant synthétique, parce que le potentiel de volume, là, est important. Après, il faut être capable de baisser les coûts. Mais il faut pas, à la fin, en même temps, quand je dis ça, je me dis, quelque part, ça coûtera quand même plus cher que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà.
Je reviens sur le mix. On a parlé tout à l'heure un peu rapidement de l'éolien offshore sur lequel vous êtes très investi. Quand on compare les ambitions françaises et celles d'autres pays européens sur l'éolien offshore, c'est assez modeste. Est-ce que vous êtes déçu par les annonces qui ont été faites justement sur le programme d'investissement quand on compare ce que font les Anglais, ce que font les Pays-Bas par rapport au programme français? On fait pas mal, mais sur beaucoup plus longtemps. Bon, sur l'éolien, globalement, on est un peu en retard. Hein. Ouais, On est à la moitié de notre objectif, hein, en gros, 18 gigawatts sur 34, c'est ça. globalement. L'éolien offshore, on a mis du temps à décoller. Parce que la France, on a une position particulière, c'est qu'on a le nucléaire qui est là, qui est très décarboné. Et donc, mais c'est un vrai choix, hein, pour la société française. Moi, qui ne me paraît pas aussi évident, parce que finalement, on a accepté à Bruxelles d'avoir des contraintes, d'avoir des engagements sur les renouvelables équivalents aux autres, alors que nous, on a une électricité qui est très décarbonée. Ouais. C'est un choix collectif. Bon, maintenant, j'ai entendu que le président Macron, qui n'aime pas l'éolien à terre, visiblement, a dit qu'on allait faire 40 gigawatts offshore. Alors, c'est vrai que juste de l'autre côté de la Manche, les Anglais, moi, j'ai 6 projets en ce moment d'éolien offshore en Grande-Bretagne, où on va développer près de 8 gigawatts. Donc, on a les licences. On a acheté le domaine public maritime, cher d'ailleurs. Ça rapporte beaucoup d'argent aux États. Je suis en train cette nuit, là, on est en train il y a un appel d'offres côté New Jersey et New York où probablement on va dépenser 1 à 2 milliards pour acheter le domaine public maritime pour 50 ans, pour construire des éoliennes offshore. C'est des sommes énormes. Il faut que la France s'y mette. Hein. Alors je sais bien qu'on est en débat avec les pêcheurs, mais à un moment il faut faire des choix. Et l'impératif climatique est tel que si on ne veut pas développer les énergies renouvelables, on n'arrivera pas à rentrer dans l'objectif collectif. Donc on a été lent, mais ça suppose quand même, on peut pas, c'est-à-dire que ce qui me frappe dans notre pays, c'est tout le débat de principe de précaution quelque part. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire un projet, et c'est vrai industriel, hein, c'est vrai pour les éoliennes, immédiatement d'abord on a des procédures administratives qui s'empilent. Il faut savoir pour faire une ferme solaire en France, j'ai à peu près 12 procédures administratives à empiler les unes derrière les autres. Et puis, on a peur, et puis tout le monde dit oui, mais la biodiversité, oui, mais vous savez, les éoliennes offshore, maintenant, un des grands débats, il y a un débat sur les oiseaux, ça, il faut faire attention, mais maintenant, c'est le stress des coquilles Saint-Jacques, quoi. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il va falloir faire des choix collectifs sur quelles sont nos priorités. Parce que si on ne fait pas ces choix-là, on ne va pas arriver à atteindre la transition énergétique. Ouais. Et là, il faut que les États interviennent. Un acteur privé comme nous, nous, on ne peut pas convaincre tous les parties prenantes que les coquilles Saint-Jacques ne sont pas stressées par l'éolienne offshore. Là, j'ai une limite à ce que la compétence des ingénieurs et techniciens de Total Énergie. Pendant qu'on se parle, évidemment, les cours du pétrole continuent d'augmenter. C'est vrai, quand on regarde un peu non, c'est vrai. Quand on regarde tous les critères en fait sur ce marché, des stocks de pétrole au plus bas depuis 2014, les capacités de production disponibles en Arabie Saoudite, au Koweït ou en Iran au plus bas depuis longtemps, hein, depuis au moins 10 ou 15 ans, une demande très forte, vous l'avez dit au départ, et puis donc cette crise russo-ukrainienne. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'ait pas un choc pétrolier en termes de prix? Écoutez, moi, chaque fois que j'ai essayé de prévoir le prix, je me suis trompé. Donc, je ne vais pas le faire. Non, mais je pense qu'il y a en ce moment des débats et ça peut aider à accélérer un accord avec l'Iran. Donc ça, il y a quand même potentiellement 2 millions de barils par jour qui pourraient être libérés sur le marché international. Après, je pense qu'il va y avoir des négociations importantes entre l'OPEP et les pays occidentaux pour voir s'ils sont prêts à relâcher un peu plus de barils. Ils ont probablement 2 millions de barils sous le pied. Bon, ça et ça, plus le fait que producteurs américains. Donc vous savez, à 100 ou 120, à 100 dollars du baril, vous allez trouver des gens qui vont essayer. Mais ça va prendre un peu de temps. Les choses immédiates à régler. Puis l'autre source potentielle de pétrole important, j'ai oublié, c'est la Libye, qui est pas très loin de chez nous. Mais là, c'est un problème politique civil, de politique interne à la Libye. Donc il y en a, mais la vérité, c'est que pour être là dans ce métier-là depuis 25 ans, il y en a, mais il y a toujours des embrouilles quelque part sur la planète, vous savez. Donc on n'arrive jamais à une planète en paix, j'en rêverais, mais voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'honnêtement, vous m'avez pas posé la question, mais pour moi la Russie c'est important. Je n'ai pas répondu sur Yamal, mais en fait, une entreprise comme la nôtre, comme on sait qu'il y a du risque géopolitique un peu partout, on a réparti notre production dans près de 130 pays. Et donc la Russie, pour moi, c'est 5%, 3 à 5% de nos revenus. On gérera 3 à 5% du revenu, comme quand le Yémen s'est arrêté, on a arrêté le Yémen, et vous n'avez pas entendu. Donc il faut qu'on répartisse ce risque pour assurer la continuité pour nos clients. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas faire Madame Soleil parce que je pense que
J'ai peur des prophéties autoréalisatrices. Puis après, on va m'accuser, moi, patron de Total Energy, si j'annonce un choc pétrolier, de travailler pour mon propre compte, parce qu'effectivement, à ce moment-là, je gagnerai un peu plus d'argent. Bah, vous avez raison. Donc, je préfère ne pas le faire, parce que quelque part, il faut être responsable. Il faut regarder les choses. Et ce monde est complexe et pas tout de suite... en gros, les prophéties autorisatrices sur les marchés, ça marche très bien. Il faut faire extrêmement attention où on va aller, quoi. Justement, vous l'avez dit, mécaniquement, lorsque les prix du pétrole augmentent, vos profits augmentent aussi. On l'a vu avec les résultats 2021, les 15 milliards qui vous permettent, vous le dites, d'investir notamment dans le renouvelable. Pas 15, ils étaient 13,5 milliards. 13,5, ouais, vous avez tous annoncé 15 avant qu'on les annonce. Et alors, comme vous aviez tort, vous avez pour la première fois, les journaux français ont fait un truc extraordinaire. Ils ont parlé des résultats de Total en dollars pour montrer qu'ils avaient raison. Alors, ça faisait 16 en dollars, mais ça faisait 13,5 en euros. 13,5 d'euros, voilà. 15 milliards de dollars, effectivement. Donc, simplement, Patrick Pouyanné, vous avez fait un geste à cette occasion. Vous avez fait un chèque de 100 euros aux ménages les plus modestes et puis une ristourne de 5 euros sur le plein aussi dans les communes, disons les zones les plus rurales. Est-ce que vous pourriez renouveler? D'abord, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi dans le débat sur le partage de la valeur ajoutée, vous avez voulu faire ce geste? Et est-ce que vous pourriez, si les prix s'envolent, à nouveau, le refaire? Attendez, il faut savoir que j'ai été critiqué parce que ça représente 50 millions, mais 50 millions, moi je le rapporte aux résultats que je fais en France dans les distributions de carburant et la distribution de gaz et d'électricité, c'est 150 millions. Donc en fait, on a rendu aux consommateurs français 30% de la marge qu'on fait en France. C'est quand même significatif. Il se trouve qu'on avait fait le même geste de solidarité, ça n'avait rien à voir pour tous les publics hospitaliers, les personnels hospitaliers pendant le Covid, où on avait distribué des cartes de carburant. On n'a pas fait trop de pub parce que c'était au moment du Covid, pour près de 50 millions. Donc 50 millions, c'est 30% de notre marge, c'est déjà significatif. Pourquoi on l'a fait? Parce que quelque part, encore une fois, on a des clients, on comprend que la situation est complexe. On a choisi d'ailleurs deux types de clients, les zones rurales, parce que c'est là qu'on a le sentiment que c'est un tiers du réseau de Total Energy, c'est pas petit, c'est plus de 1000 stations, un tiers de notre réseau, que c'est là qu'ils utilisent le plus leur voiture, donc on est allé vers eux. Et puis les gens, les factures de chauffage, les gens qui se chauffent au gaz, ils voient leur facture de chauffage cet hiver monter de près de 50% en ce moment. Donc on a dit on va faire un deuxième geste vers les gens qui sont en situation de précarité, ce qui fait aussi, ça en fait 200 000 quand même dans nos abonnés. Donc je pense que c'est aussi une entreprise comme la nôtre. Moi, quand on me parle de ESG, je préfère parler de choses concrètes. Je peux remplir des tas de tableaux pour faire plaisir aux investisseurs. Là, je pense quelque part qu'aller vers les clients, leur montrer un acte de solidarité. Après, on peut toujours dire que c'est pas assez. Mais je suis sûr que si j'avais rien fait, on m'aurait critiqué d'avoir rien fait. Donc je préfère avoir fait quelque chose. Et honnêtement, la réflexion, pour l'instant, notamment dans les zones rurales, ce que j'observe, c'est que les retours sont plutôt positifs. Les gens voient qu'on fait quelque chose pour eux. Après, 5 euros pour 50 litres, c'est pas tout à fait nul, ce remise. Après, c'est pas moi qui maîtrise les cours du pétrole. Encore une fois, je suis pas demandeur qu'il soit aussi haut que cela. Voilà. Mais pour le débat sur le partage de la valeur ajoutée, quand même un point, je voudrais juste que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe. Une entreprise comme la nôtre, on a généré à peu près l'année dernière, c'est des sommes énormes, mais 50 milliards, disons. On en met 30%, on investit dans l'entreprise, 15 milliards. Il y en a 10 milliards qui vont sur les salariés. C'est les salaires que je verse et qui augmentent cette année de 3,5% en France et en fait en moyenne 5% si on prend l'intéressement participation qui est lié au résultat mondial, pas au résultat français. On en a après à peu près l'équivalent aux nos actionnaires, une dizaine de milliards, 8 à 10 milliards. Et puis les derniers 30%, c'est les États. Et les États, juste pour vous dire, entre 2020, où j'étais à mes plus bas historiques de résultats, parce que tout le monde, on l'oublie de le rappeler, et en 2021, sur les 10 milliards de plus que j'ai créés, il y en a 8 milliards qui sont parlés aux États. Les États m'ont pris 80% de la valeur supplémentaire, parce que les États producteurs, ils ont une fiscalité marginale extrêmement élevée. Alors, ce n'est pas la France qui me le prend, mais c'est les États producteurs. Donc, dans ce partage-là, en fait, j'en ai gardé un peu pour les salariés, un peu pour l'entreprise, un peu pour les actionnaires, mais l'essentiel des prix supplémentaires, ils alimentent la fiscalité des États. Merci Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, d'avoir été avec nous au Forum des travaux publics ce matin. Merci.